En 1994, alors que je patrouillais la nuit dans la réserve, je suis tombé sur une piste de personnes disparues. Ce que j'ai découvert ensuite était si terrifiant que, même des années plus tard, je me demande si je dois vous en parler. Après mon retour d'Afghanistan en 1989, j'ai cherché un travail tranquille, loin des gens. Les compétences que j'avais acquises dans la reconnaissance me semblaient inutiles dans la vie civile, surtout après le décès de ma femme. Elle était biologiste et travaillait sur un sujet scientifique en Sibérie. Au cours d'une expédition dans la taïga, elle et son groupe ont rencontré quelque chose d'inexplicable. Ensuite, elle est tombée malade, atteinte d'une étrange maladie. Les médecins ont baissé les bras. Un mois plus tard, elle était morte. Son fils avait alors 8 ans. Daniel a mal vécu la perte de sa mère et s'est replié sur lui-même. J'ai compris que quelque chose devait changer. La sœur de ma femme a proposé de l'emmener dans son village où il y avait une bonne école et où l'on s'occupait de l'enfant. J'étais affolé, je n'arrivais pas à trouver un endroit pour moi. Je suis arrivé dans la réserve de Sibérie centrale au début des années 90. Je travaillais dans une petite société de sécurité privée et nous avons participé à une opération de recherche et de sauvetage. Un groupe de touristes avait disparu. En raison de mon expérience dans l'armée, j'ai été nommé à la tête de l'équipe de recherche. C'est là que j'ai rencontré Alex Peterson, un ancien garde-chasse. Pendant 3 jours, lui et moi avons parcouru la taïga. Nous avons retrouvé tous les hommes disparus, effrayés, mais vivants. Il y a quelque chose dans ces endroits qui m'accroche. Peut-être la tranquillité de la taïga séculaire, peut-être la simplicité et la clarté du travail du garde-chasse que j'ai vu. Alex Peterson a beaucoup parlé de la réserve. Dans ses mots, j'ai ressenti quelque chose de réel, quelque chose qui manquait dans les années 90. Un mois plus tard, je travaillais déjà dans la réserve. Le cordon de la rivière Stolbovaya est devenu ma maison. Le village où vivait mon fils se trouvait à une 60aine de kilomètres, par la rivière en été et par la route en hiver. Je lui rendais visite chaque fois que possible et nos relations se sont progressivement améliorées. J'ai toujours un appareil de vision nocturne de l'armée, un cadeau de mon commandant pour m'avoir sauvé lors d'une opération difficile dans les montagnes. Il m'a souvent aidé à effectuer des rondes nocturnes sur le territoire. Le travail n'était pas facile, mais compréhensible. Je pensais avoir trouvé ma place, un endroit où je pouvais recommencer ma vie. J'ignorais alors que ces forêts profondes recelaient des secrets qu'il valait mieux ne pas déranger, et que bientôt, je devrais me souvenir de tout ce que la guerre m'avait appris. Le début du printemps 1994 a été exceptionnellement enneigé. La nuit, la température descendait jusqu'à -15 degrés Celsius et pendant la journée, la neige mouillée tombait sous les pieds, ce qui rendait les déplacements difficiles. C'est au cours d'un de ces détours, près d'un ancien puits situé dans une trouée entre les collines, que je suis tombé sur les empreintes de pas d'immigrants clandestins. L'endroit était isolé, le cordon le plus proche se trouvait à plus de 40 km. Ici, à l'affluent de Stolbovaya, dans les années 30, on a essayé d'extraire de l'or. Plus tard, les travaux ont été abandonnés et seules les entrées en ruine des puits rappellent cette époque. La première chose qui a attiré l'attention est l'ordre étrange des empreintes de pas. Il y en avait beaucoup, manifestement un groupe de personnes, mais elles ne s'éparpillaient pas comme des touristes ou des chasseurs ordinaires. Les traces étaient alignées selon un schéma clair. Elles patrouillaient dans le périmètre. Je me souvenais bien de ce type de schéma en Afghanistan. Non loin de l'entrée du puits, j'ai trouvé du matériel abandonné. De simples plateaux d'extraction traînaient comme s'ils avaient été abandonnés à la hâte. À proximité se trouvaient des pièces d'équipement industriel. Une pièce en particulier a attiré mon attention. Une poulie massive avec des marques étranges. J'en avais déjà vu sur des plateformes de forage. Il restait environ 3 heures avant la tombée de la nuit. Je fis méthodiquement le tour du territoire en spirale comme on me l'avait appris en reconnaissance. À une centaine de mètres de la dite, j'ai trouvé un feu de camp soigneusement camouflé. La neige qui l'entourait était piétinée, mais il n'y avait presque pas de cendres. Mais dans l'herbe froissée, j'ai trouvé un bout de papier et un mégot d'une cigarette importée hors de prix. Lorsque la nuit a commencé à tomber, je me suis installé sur une colline voisine. J'ai sorti mon NV de l'armée, la seule chose que j'avais prise au service. C'est Combat lui-même qui a donné cet appareil après cette opération dans les gorges. Il vous a sauvé la vie, qu'il continue à servir, m'avait-il alors dit. À 1 heure du matin, j'ai remarqué un mouvement du côté de la rivière. 3 silhouettes étaient clairement visibles à travers l'appareil. Elles marchaient avec assurance, connaissant manifestement le terrain.
Ils portaient de lourdes caisses comme des professionnels, avec aisance en répartissant leur poids. L'un d'entre eux regardait constamment derrière lui, montrant ainsi sa formation militaire. Dans la matinée, j'ai contacté le directeur de la réserve par radio. Je lui ai parlé des contrevenants, m'attendant à recevoir les instructions habituelles de détention. Mais sa réaction m'a surpris. Il y avait une note étrange dans sa voix lorsqu'il a dit qu'il enverrait une force d'intervention dans quelques jours. D'habitude, de tels cas exigent une réponse immédiate. La nuit suivante, j'ai de nouveau observé l'entrée. Il y avait maintenant 5 hommes. Ils déchargèrent quelque chose de gros, comme des pièces d'un appareil de forage. L'un d'eux avait un holster accroché à sa ceinture, mal couvert par sa veste. L'autre tenait quelque chose qui ressemblait à une radio militaire. 2 jours plus tard, un appel radio imprévu a été lancé. Nicolas Warren, le directeur de la réserve, n'avait jamais été au téléphone à une heure imprévue. Sa voix était d'une douceur inhabituelle. « Alexis, j'ai réfléchi à ton message. Tu vois, nous vivons une période très difficile. Il y a des problèmes de financement dans la réserve. Tout est maintenu sur la parole d'honneur. Peut-être ne devrions-nous pas être trop zélés dans nos patrouilles dans cette zone ? » Je suis resté silencieux, attendant la suite de l'histoire. Et elle vint. Nous sommes en train de revoir les salaires. Je pense qu'une augmentation de 50% serait juste pour un officier aussi expérimenté, surtout s'il comprend les spécificités du travail. J'ai fait semblant d'hésiter, puis j'ai répondu lentement « Oui, Nicolas Warren, je comprends. Les temps difficiles exigent de la flexibilité. » Un soupir de soulagement a retenti dans le combiné. En fait, cela n'a fait que confirmer mes soupçons. Il s'agissait de quelque chose de bien plus grave que l'habituelle extraction illégale d'or. Pendant une semaine, j'ai documenté chacun de leurs mouvements. Le jour, j'enregistrais leurs traces et marquais leurs itinéraires sur la carte. La nuit, je les observais à travers mon NV. Ils travaillaient selon un horaire strict, d'1h à 4h du matin. Ils apportaient du matériel. Pendant la journée, le territoire était patrouillé par 2 hommes armés. Je devais trouver leur base. La nuit de la pleine lune, lorsque la neige reflétait la lumière de la lune, j'ai suivi leurs traces le long de la rivière. Après 5 kilomètres, les traces menaient à un ancien camp de chasse. Mais ce n'était plus une hutte. Un banc d'entrepôt, habilement déguisé en cabane abandonnée. 2 nouvelles motoneiges burant sous le hangar. Et le plus important, une antenne satellite astucieusement dissimulée dans la couronne d'un vieux sapin. En 1994, ce type d'équipement était rare, même dans les villes. Après m'être installé sur le flanc de la colline, j'ai commencé à observer. Avant l'aube, un oisic arrive en voiture. Un homme en tenue de camouflage en est sorti et a regardé autour de lui. Dans le crépuscule qui précède l'aube, je n'en crois pas mes yeux, c'est le directeur de la réserve. Il a ouvert la porte de l'entrepôt avec sa propre clé. En 2 heures, j'ai compté 4 hommes. Ils déchargeaient des conteneurs de l'entrepôt et les chargeaient sur des motoneiges. Ils parlèrent d'une voix étouffée, mais je compris clairement une phrase. Le nouveau point est prêt. La liste pour la semaine prochaine a été reçue. Quand tout le monde est parti, je suis descendu à l'entrepôt. C'est une serrure difficile, on ne peut pas la crocheter comme ça. Mais à la fenêtre, j'ai trouvé un mégot frais de la même marque importée et un bout de papier. Je l'ai déplié et j'ai eu froid dans le dos. C'était une liste. Quelques noms et quelques dates. Et à la toute fin, une nouvelle inscription « Huntsman, Stolbovaia, Mars, Niton Andranitio Faera ». Un pressentiment inquiétant me tenait en haleine. Au cours de mes 4 années de travail dans la réserve, je connaissais chaque sentier, chaque ruisseau de mon quartier. C'était mon territoire. Et maintenant, c'était comme s'il cachait un terrible secret. Même les animaux se comportaient bizarrement. Ils évitaient la fente de la dite, alors qu'auparavant, il y avait toujours de la vie à cet endroit. Dans la matinée, Michael, un vieux chasseur que nous avons souvent croisé au cours de nos tournées, a appelé par radio. Son fils Andrew avait disparu depuis 3 jours. Il était allé vérifier les pièges de chasse près de l'ancien puits de mine et n'était pas revenu. Avant de partir, il a parlé à son père de découvertes étranges dans la région, du fer qui ne ressemblait pas à de l'équipement minier ancien. Il a dit que le métal était trop neuf, quelque chose d'inhabituel. Je connaissais bien Andrew. Nous nous sommes souvent assis autour du feu de camp. Nous avons partagé des histoires. C'était un homme fort, un chasseur héréditaire, le genre d'homme qui marchait dans la taïga depuis son enfance. Ils ne disparaissent pas comme ça. L'année dernière, il a lui-même conduit les touristes perdus hors de la taïga et a parcouru plus de 30 km à travers le bois flotté. Et le plus important, c'était qu'il a disparu à cet endroit précis,
à ce même puits de mine. J'ai commencé à poser des questions sur d'autres disparitions. Il s'est avéré que plusieurs personnes avaient disparu au cours de l'année écoulée. 2 chasseurs, un pêcheur d'un village voisin, un vieux cueilleur de la taïga. Tous locaux, tous expérimentés. Et tous ont disparu après s'être trouvés dans la zone d'anciens chantiers miniers. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que seuls ceux qui connaissaient bien la taïga ont disparu. Les touristes occasionnels et les cueilleurs de champignons ne semblaient intéresser personne. Le comportement des habitants était également étrange. Dès qu'ils parlaient des disparitions, ils détournèrent les yeux et changèrent de sujet. Même les plus bavards se taisent lorsqu'il s'agit de ladite. On aurait dit qu'ils savaient quelque chose, mais qu'ils n'osaient pas le dire. Le vieux chasseur Philippe, qui aimait toujours parler de la vie, pâlit à l'évocation du puits et s'éloigne précipitamment. Son père y avait travaillé dans les anciens chantiers de la mine. Ce soir-là, je retournais à l'endroit où j'avais vu les chercheurs d'or. J'ai remarqué des détails que je n'avais pas remarqués auparavant. D'énormes tuyaux de ventilation, habilement camouflés avec de la mousse et des brindilles, tout neufs, sans aucune trace de rouille, des éboulis frais, trop lisses pour être naturels, une large chenille, provenant manifestement d'une machine sérieuse, pesant au moins 20 tonnes. On ne peut pas traîner un tel engin dans la taïga. Plus j'observais, plus je trouvais d'incohérences. Pourquoi n'y a-t-il aucune trace d'exploitation aurifère aux abords du puits? Où sont les dépôts de roches? Où sont les fossés de drainage caractéristiques? Les prospecteurs ne travaillent pas comme ça. Il y avait autre chose ici, quelque chose de beaucoup plus grave. Dans les archives de la réserve, j'ai trouvé d'anciens plans de galeries. Les dessins jaunis montraient tout un système de passages souterrains s'enfonçant profondément sous la colline. Mais quelque chose dans ces plans ne collait pas. Certains tunnels s'interrompaient à mi-chemin, d'autres aboutissaient à des culs-de-sac. Et sur l'un des dessins, daté de 1958, il y avait une note « Objet 7, accès restreint ». Au fin fond des archives, dans un dossier contenant des documents à moitié éteints, on a trouvé un mince cahier relié en calicot. À l'intérieur, une liste de noms. Des habitants de la région qui ont travaillé sur le site à la fin des années 50. À côté de chaque nom, des notes, des postes, des niveaux d'habilitation de sécurité. Certains d'entre eux portaient des inscriptions étranges, contrôle spécial, et sur la dernière page des noms très familiers. J'ai reconnu les pères et les grands-pères des chasseurs qui, aujourd'hui, refusent catégoriquement de parler de ladite. Peu à peu, le tableau s'est éclairci. Il semblait que les anciennes installations soviétiques fonctionnaient à nouveau. Et quelqu'un voulait vraiment que personne n'en sache rien. À tel point que les personnes qui le découvraient, par hasard, disparaissaient sans laisser de traces. Et apparemment, les habitants de la région savaient quelque chose à ce sujet. Un secret transmis de père en enfant. Un secret qu'il ne faut pas prononcer à voix haute. J'ai compris que je n'avais plus le temps de réfléchir. Je devais agir. Mais je n'avais aucune idée de la profondeur à laquelle je devrais creuser pour découvrir la vérité, et le prix que je devrais payer pour cette connaissance. À la fin du mois de mars, les dernières gelées ont frappé. La nuit, la température descendait jusqu'à moins 25 degrés Celsius, et le jour, le soleil printanier réduisait la neige en bouillie. C'est au cours d'une de ces journées que Voronin a pris contact avec lui. La voix du directeur avait quelque chose d'anormal lorsqu'il annonça la mort de Peter Sullivan, le mécanicien local. Au village, on disait que la voiture avait glissé du cric pendant la réparation, les accidents habituels qui se produisent dans les garages. Mais il y avait quelque chose qui me chiffonnait dans cette histoire. Je connaissais Peter depuis des années. Il entretenait le matériel de la réserve et aidait à réparer les motoneiges. Chaque automne, il préparait nos machines pour l'hiver. Il les connaissait sur le bout des doigts. Dans le passé, c'était un mécanicien de l'armée qui avait traversé l'Afghanistan. Il travaillait avec soin. Toujours selon les instructions, il était attentif aux détails. Le lendemain, je suis arrivé au village. Le garage de Peter se trouvait à la périphérie. Vieux mais bon, avec un bon équipement. Il était à 2 étages, avec de grandes portes et une annexe pour stocker les pièces détachées. À l'intérieur, il était toujours en parfait état. Les outils à leur place, les sols propres, même en hiver. Ces derniers temps, il travaillait souvent tard, la lumière des fenêtres du garage brûlant jusque tard dans la nuit. Les voisins disaient qu'il économisait de l'argent pour déménager en ville. Rien d'étonnant à cela, en 1994, beaucoup de gens quittaient les villages. Il a parlé d'une meilleure école pour ses enfants, de perspectives d'avenir. Son fils aîné terminait sa 8e année, il était temps de penser à l'avenir. Lors d'une de mes observations nocturnes de ladite,
j'ai vu ces mêmes UAZ s'arrêter devant son garage. Neuf, bien entretenu, avec le camouflage militaire caractéristique. D'habitude, il y a plusieurs mécaniciens dans le village, mais pour une raison ou une autre, ceux-là ne s'adressaient qu'à lui. Régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine. C'était une étrange coïncidence, juste les jours où ladite était en pleine activité. Parfois, les voitures arrivaient sales, avec des taches caractéristiques sur leurs flancs, comme si elles transportaient quelque chose de lourd sur des routes délavées. La nuit même de la mort de Peter, un incendie s'est déclaré dans le garage. La théorie officielle est que les câbles ont été court-circuités. C'était dans le coin le plus éloigné, là où se trouvait l'établi avec le magazine. Quand je suis allé voir les cendres, il y avait un policier du quartier, Igor Simmons. Il étudiait de trop près les restes calcinés des établis et des armoires, comme s'il cherchait quelque chose de précis. Qu'en pensez-vous, Alexei Ivanovitch ? Qu'est-il arrivé au câblage ? Demande-t-il en allumant des cigarettes coûteuses, inhabituelles pour son salaire. Ces derniers temps, nous avons eu beaucoup d'accidents. Il y a eu beaucoup d'accidents. Des gens disparaissent, des incendies, des temps étranges. Il y avait dans ses yeux un intérêt professionnel qui n'était pas typique d'un policier rural ordinaire. Il parlait lentement, comme s'il sondait le terrain. Il m'a interrogé sur mon travail dans la réserve et m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps. Il était particulièrement intéressé par les itinéraires des patrouilles, comme s'il calculait quelque chose dans son esprit. Puis il a mentionné que Peter avait réparé un équipement spécial peu de temps avant sa mort. Mais ce n'était qu'une rumeur. Vous savez comment c'est dans notre village, ils aiment parler. J'ai acquiescé, poursuivant la conversation, mais je sentais qu'il cherchait quelque chose. Il vérifiait ce que je savais, et son intérêt pour le feu semblait un peu trop professionnel, d'autant plus qu'il s'intéressait rarement à ce genre d'incident. L'employé du magasin local m'a appris que Peter s'était arrêté au bureau de poste la veille de sa mort pour envoyer une sorte de lettre à la ville. Il était pressé et avait demandé une livraison rapide. Le lendemain matin, on l'a retrouvé mort dans le garage, sous sa voiture. Pour ceux qui connaissaient bien le mécanicien, l'image était étrange. Les outils du garage étaient éparpillés partout. Peter ne travaillait jamais comme ça, même ses tournevis étaient bien rangés. Son établi avec le magazine avait complètement brûlé, alors qu'il était le plus éloigné de l'incendie présumé. Dans la boîte à outils en fer, qui n'a pratiquement pas été touchée par le feu, il n'y avait que des reçus et de vieilles factures de pièces détachées. Tout porte à croire que sa mort n'est pas accidentelle. Il avait vu quelque chose en réparant leur voiture, quelque chose qui l'avait poussé à préparer précipitamment son déménagement, et quelque chose qu'il avait écrit dans sa dernière lettre. Mais surtout, je me suis rendu compte que le cercle des personnes impliquées était beaucoup plus large que je ne l'avais d'abord pensé. Le directeur de la réserve, le responsable du district et je ne sais qui d'autre dans le village, tous faisaient partie d'une grande opération soigneusement dissimulée. Une opération pour laquelle ils ne reculèrent devant rien. Au début du mois d'avril, les nuits commençaient à se réchauffer. La neige s'attardait encore dans l'ombre des arbres. Mais le printemps s'installait déjà. J'ai décidé qu'il était temps. 3 nuits de suite, j'ai surveillé le chantier, notant tous les mouvements de personnes, mémorisant les horaires de travail. À 1 kilomètre de la dite, dans une forêt dense d'épicéas, j'ai aménagé une cache. J'y ai déposé un stock de nourriture, des vêtements chauds, une radio et quelques médicaments. Dans la taïga, on ne sait jamais ce qui peut être utile. Dans la cache, j'ai laissé un carnet avec toutes les notes. En cas de problème, il est important de conserver les informations. Dans la nuit du 12 avril, une coupure d'électricité était prévue dans le village, une chose courante dans les années 90. Je l'ai su à l'avance. La vie était accrochée dans le bureau de poste. L'obscurité devait être mon avantage. Le dispositif de vision nocturne me donnait une bonne longueur d'avance, surtout par rapport à ceux qui étaient habitués à la lumière électrique. J'avançais prudemment, en suivant d'anciens sentiers de chasse. Au fil des ans, j'avais appris à connaître tous les buissons de la réserve. Dans l'obscurité, mes yeux ont l'habitude de repérer les bons points de repère, un vieux pin à la cime fendue, des rochers éparpillés près du ruisseau, un bouleau tombé au sol. Le calme régnait près de la galerie. Sans électricité, le travail s'est arrêté. Seule la silhouette solitaire d'un garde se profilait à l'entrée. Grâce au NVR, il a été possible de voir qu'il regardait de temps en temps sa montre. Apparemment, il attendait la fin de son service. À 2h30, son attention a été attirée par un bruit provenant de la direction du village. J'ai attendu que le garde soit à nouveau distrait et je me suis glissé vers l'entrée latérale, celle-là même que j'avais découverte lors de la dernière inspection.
Le camouflage était bon, mais les traces de pas fraîches dans la neige indiquaient qu'elle avait été utilisée régulièrement. À l'intérieur, il y avait une odeur d'humidité et de technique. Le faisceau d'une torche permet de distinguer dans l'obscurité des murs en béton et des structures métalliques. Tout cela n'avait manifestement pas été construit pour l'extraction de l'or. Le couloir descendait et se divisait en plusieurs tunnels. J'ai choisi le bon. Il y avait un léger courant d'air. Après une centaine de mètres, le tunnel déboucha sur une pièce spacieuse. Même sans lumière, il était évident que des gens travaillaient ici en permanence. Des étagères de matériel, des tables, quelques instruments sous des housses. Des voix s'élèvent depuis le couloir du fond. J'ai à peine eu le temps de me glisser derrière une armoire massive. Le baryton de l'officier de police du district se distinguait clairement parmi les voix. Il discutait de la réduction des fonds en provenance de Moscou. Il était clair, d'après la conversation, qu'en raison de la crise, l'établissement devrait être fermé, comme il l'avait déjà été en 1959. Mais maintenant, il semblait que c'était pour toujours. Après avoir attendu que les bruits de pas s'estompent dans les profondeurs du tunnel, je me suis dirigé vers la sortie. Il n'y avait plus rien à faire ici. L'histoire semblait se terminer d'elle-même. Les semaines suivantes l'ont confirmé. L'activité autour du puits s'est progressivement calmée. D'abord, les gardes disparaissent, puis le matériel est enlevé. À la fin du mois d'avril, tous les travaux ont finalement été interrompus. En mai, une équipe de construction est arrivée. En 3 jours, elle a briqué toutes les entrées du puits, qu'elles soient principales ou latérales. Ils ont travaillé rapidement et avec précision, et ce n'était manifestement pas la première fois. Après eux, il ne restait plus que des bouchons de béton et des panneaux d'avertissement sur le danger d'effondrement. Le dernier à partir a été le policier. Je l'ai vu debout à l'entrée de la dite, finissant sa cigarette. Il y avait dans sa posture une impression de fatalité. Après avoir éteint son mégot, il a jeté un nouveau coup d'œil au mur de béton et est parti. Une semaine plus tard, il a été transféré dans un autre quartier. Peu à peu, la vie dans le quartier est revenue à la normale. Les gens ont cessé de disparaître. Ils sont retournés dans la forêt pour y chercher des champignons et des baies. Seules les personnes âgées évitaient encore longtemps la clairière près de l'ancien puits. Et moi, en parcourant le territoire, je me demandais de plus en plus souvent ce que ces tunnels souterrains cachaient vraiment. Certains secrets, apparemment, resteront enfouis dans les profondeurs de la taïga sibérienne. Près de 30 ans se sont écoulés. Beaucoup de choses ont changé au cours de cette période. Le village est à moitié désert. Dans les années 90, de nombreuses personnes sont parties à la recherche d'une vie meilleure. L'ancien bureau de la réserve a brûlé en 1998 et les archives ont disparu avec lui. Je n'ai jamais revu Voronine, on m'a dit qu'il avait déménagé quelque part dans le sud. Le village préfère ne pas se souvenir des événements de ce printemps-là, et il n'y a plus beaucoup de gens qui s'en souviennent. La nouvelle génération a grandi et pour elle, le puits n'est qu'une vieille mine abandonnée, un endroit où il ne faut pas aller à cause du risque d'éboulement. Il m'arrive de passer devant en faisant ma tournée. Les bouchons de béton sont noircis par le temps, envahis par la mousse. Les panneaux d'avertissement sont rouillés et à peine lisibles. La nature suit son cours. De jeunes arbres perçant les vieilles décharges rocheuses et recouvrent les chemins d'un sous-bois dense. Parfois seulement, lors de nuits particulièrement calmes, il me semble entendre un grondement provenant du sous-sol. C'est peut-être le vent qui souffle dans les vieux tunnels. Ou peut-être, mais il est des mystères qu'il vaut mieux laisser enfouis sous l'épaisseur de la terre et du temps. C'est la fin de l'histoire des événements mystérieux survenus dans la réserve de Sibérie centrale. Mais combien d'autres objets de ce type sont cachés dans la vaste taïga sibérienne? Que se passait-il vraiment dans ces tunnels souterrains et pourquoi l'État a-t-il fermé si précipitamment l'installation? Et surtout, où sont passées toutes les personnes disparues? Mes amis, si vous avez aimé cette histoire, soutenez la chaîne en lui donnant un like. Abonnez-vous, il y a beaucoup d'autres histoires mystérieuses provenant des profondeurs de la taïga sibérienne. Écrivez dans les commentaires vos versions. Qu'est-ce qui a vraiment caché cette adite? Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et rendez-vous dans les prochains épisodes.